Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette deuxième vidéo sur l'anémie par carence en fer. Et dans cette partie, nous allons parler surtout des diagnostics différentiels devant une anémie ferriprive. Je viens vous faire un petit rappel sur les différents diagnostics à évoquer en cas de microcytose. Le premier diagnostic est l'anémie ferriprive ou les anémies ferriprives où la microcytose précède l'anémie et elle évolue de plus en plus profondément. Le deuxième diagnostic, ce sont les anémies inflammatoires. Les anémies inflammatoires sont au début normochromes normocytaires, puis deviennent progressivement et lentement des anémies hypochromes microcytaires. Mais la microcytose dans l'anémie inflammatoire ne descend pas au-dessous de 70 femtolitres. Le troisième diagnostic, ce sont les syndromes thalassémiques. Les syndromes thalassémiques, ce sont des maladies héréditaires et donc tous les globules rouges sont uniformes et monomorphes, c'est-à-dire ils sont tous microcytaires. Contrairement à l'anémie ferriprive où la microcytose s'installe progressivement. Et donc, l'anisocitose dans l'anémie ferriprive est beaucoup plus importante par rapport à l'anisocitose dans les syndromes thalassémiques. Le quatrième diagnostic, ce sont des anémies sidéroblastiques, et les anémies sidéroblastiques sont extrêmement rares et il faut les évoquer après avoir éliminé les trois premiers diagnostics. Alors, dans les anémies ferriprives et inflammatoires, on a une baisse du fer sérique. Ces deux anémies sont appelées les anémies microcytaires sidéropéniques, alors que les syndromes thalassémiques et les anémies sidéroblastiques, ce sont des anémies microcytaires non sidéropéniques. Et dans les anémies microcytaires non sidéropéniques, le fer sérique est normal ou augmenté. Donc on va commencer avec l'anémie inflammatoire. Et l'anémie inflammatoire se définit comme étant un épiphénomène qui est dû à un état inflammatoire sous-jacent. Et toutes les inflammations peuvent être chroniques, peuvent engendrer une anémie inflammatoire, à savoir les cancers, la tuberculose, les polyarthrites rhumatoïdes, toutes les pathologies rhumatismales, inflammatoires, etc. Et dans cette anémie inflammatoire, l'interleukine 6 est sécrétée par les lymphocytes et les macrophages. Cette sécrétion d'interleukine 6 va entraîner une sécrétion accrue d'epsiline par le foie. Cette hypersécrétion hépatique d'epsiline va entraîner le blocage et la séquestration de la ferroportine au niveau des entérocytes, c'est-à-dire il y a moins d'absorption du fer par les entérocytes et il existe une séquestration du fer dans les macrophages. Le macrophage va garder
le fer issu du recyclage des globules rouges, et donc il ne va pas le relarguer dans la circulation pour être recyclé. De plus, dans les anémies inflammatoires, il existe des protéines appelées protéines de la réaction inflammatoire positive. Et ces protéines sont sécrétées lors de la phase aiguë de l'inflammation, à savoir la CRP, bien sûr, le fibrinogène, la ceruloplasmine, on en a déjà parlé lors de la vidéo sur le fer, et ce qui nous importe ici, c'est la ferritine. Donc la ferritine est augmentée en cas d'une anémie inflammatoire, contrairement à l'anémie fébrile, car c'est une protéine positive de la réaction inflammatoire. D'autres protéines sont dites protéines négatives de l'inflammation. Pourquoi? Parce que ces protéines-là sont catabolisées lors de l'inflammation, à savoir l'albumine, la préalbumine, et surtout la transférine. Alors, en conclusion, la ferritine est augmentée lorsqu'il y a inflammation, alors que la transférine est catabolisée. Alors, dans l'anémie inflammatoire, le fer sérique est diminué, et donc le coefficient de saturation de la sidérophiline est basse. La saturation, le coefficient de saturation est inférieur à 33%. Et vu que les molécules de transférine sont catabolisées, et donc il y a moins de transférine dans la circulation, et donc la capacité totale de fixation de la sidérophiline ou la capacité totale de fixation de la transférine est effondrée. Voilà ce que je voulais dire sur les anémies inflammatoires. Maintenant, on va passer au syndrome thalassémique. Et dans les syndromes thalassémiques, il existe trois formes cliniques à distinguer et à connaître. Le premier, c'est le syndrome thalassémique majeur. Il est caractérisé par une triade hémolytique chronique, c'est-à-dire anémie, ictère ou subictère, troisièmement la splénomégalie. Il existe aussi des déformations osseuses dues à l'hyperplasie de la médulaire, donnant un aspect mongoloïde. Il y a une susceptibilité accrue aux infections, et il existe aussi un retard statuopondéral et pubertaire dans cette forme majeure de thalassémie. La deuxième forme clinique, ce sont les syndromes thalassémiques intermédiaires. C'est une définition purement clinique. C'est la forme atténuée d'une thalassémie majeure. Donc, et dans la thalassémie intermédiaire, on retrouve une bonne tolérance de cette anémie, car l'hémoglobine se situe entre 7 et 10 grammes par décilitre. La croissance, elle est satisfaisante, et il existe quand même une splénomégalie
qui est modéré. Donc dans ces deux formes cliniques de thalassémie, c'est le syndrome hémolytique qui prédomine. Il existe une splénomégalie, il existe un ictère et le taux de réticulocytes il est élevé. Alors que la troisième forme clinique est très importante car elle est asymptomatique. Ce sont des porteurs sains asymptomatiques. Elle correspond généralement à la forme hétérozygote. Et à l'hémogramme, on retrouve une pseudo-polyglobulie microcytaire, c'est-à-dire que le taux de globules rouges est augmenté alors que l'hématocrite et l'hémoglobine sont à la limite inférieure et le VGM est diminué. Donc il y a une microcytose, parfois une anémie microcytaire, et l'hémoglobine A2 est supérieure à 3,3%. Donc c'est cette forme mineure qui pose réellement un diagnostic différentiel, car les deux premières formes cliniques, le tableau clinique est très particulier et diffère de celui de l'anémie fébrile. Alors, dans les syndromes thalassémiques majeurs et intermédiaires, il existe une hyperhémolyse. Et lors de la lyse des globules rouges, le fer contenu dans les globules rouges est libéré dans le plasma, entraînant une hypersidérémie. Et alors que dans les syndromes thalassémiques mineurs, il n'existe pas d'hyperhémolyse. Et donc le taux de fer sérique est normal. Et le diagnostic du syndrome thalassémique se fait grâce à l'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors, dans les formes thalassémiques majeures et intermédiaires, les globules rouges sont lysés et le fer sérique va augmenter, entraînant une hypersidérémie. Et donc, le coefficient de saturation de la transférine est augmenté. Il est supérieur à 33%, alors que la capacité de fixation de la transférine est basse. Maintenant, on va passer aux anémies dites sidéroblastiques. Et cette anémie sidéroblastique est due à un trouble du métabolisme du fer, où le fer va s'accumuler dans les mitochondries des érythroblastes. Et vu que les mitochondries se déposent autour du noyau, il y a une formation de ce qu'on appelle des sidéroblastes en couronne, qui est bien visible sur un myélogramme coloré avec une coloration dite de perles ou du bleu de Prusse, comme on le voit sur la gauche. Ces anémies sidéroblastiques peuvent être soit d'origine héréditaire ou acquises. Et parmi les anémies sidéroblastiques acquises,
on distingue les myélodysplasies, où elles peuvent être d'origine secondaire, c'est-à-dire type toxique, une intoxication au plomb, certains médicaments, de l'alcool, etc. En fait, le diagnostic des anémies sidéroblastiques repose sur une aspiration de moelle avec une coloration de perles. Et donc, ces anémies sidéroblastiques, heureusement, ils sont extrêmement rares, ne constituent qu'un diagnostic d'élimination. Après avoir éliminé une anémie ferriprive ou une anémie inflammatoire et un syndrome thalassémique. Maintenant, regardons un tableau récapitulatif du bilan martial dans ces différentes entités d'anémie. Dans les anémies ferriprives, le fer sérique, bien sûr, est effondré, ainsi que la ferritine, le stock de fer. Le coefficient de saturation est bas, la transférine ne peut pas être saturée et elle est capable de fixer plus de fer. Et donc la capacité de fixation de la transférine est augmentée. Alors que dans les anémies inflammatoires, la ferritine peut être normale au début mais commence à augmenter, et le fer sérique, comme on vient de le dire, est effondré. La capacité totale de fixation de la transférine est effondrée car la transférine est catabolisée. Il y a moins de molécules de transférine et donc elle a moins de capacité de fixer du fer. Et donc le coefficient de saturation, il est bas. Dans les syndromes thalassémiques, le fer sérique et la transférine peuvent être normales dans les thalassémies dites mineures, alors que lors de l'hyperhémolyse, le fer sérique et la ferritinémie sont augmentés, la capacité totale de fixation de la transférine est basse et donc le coefficient de saturation est élevé. Dans les anémies sidéroblastiques, le fer est en excès, mais il est mal utilisé et donc la capacité totale de fixation de la sidérophilie est effondrée et le coefficient de saturation est élevé. Mais cette démarche de diagnostic différentiel est très théorique. Vous allez la retrouver dans de nombreux ouvrages, mais elle n'est pas très pratique. Dans la pratique courante, il suffit de demander une ferritine et une CRP. Lorsque la ferritinémie est basse, alors que la CRP est normale, on va penser à une carence en fer. Alors lorsque la ferritine est augmentée ainsi que la CRP, rappelez-vous que la CRP est une molécule de l'inflammation ainsi que la ferritine, alors on va penser à une anémie qui est inflammatoire. Et dans le troisième cas de figure, lorsque la ferritine est augmentée ou normale, avec une CRP qui est elle aussi dans les normes, il faut penser d'abord à un syndrome thalassémique et demander une électrophorèse de l'hémoglobine. Et si cette électrophorèse de l'hémoglobine est normale,
il faut faire un myélogramme à la recherche d'une anémie type sidéroblastique. Maintenant, je vous invite à regarder la vidéo publiée par les staffs de Saint-Camille, publiée sur leur chaîne, intitulée Anémie. C'est une vidéo très intéressante et qui résume la conduite à tenir devant une anémie. D'ici là, je vous dis merci pour votre attention. La prochaine fois, on va parler des diagnostics étiologiques ainsi que le traitement des anémies fébriles. En attendant, je vous prie de vous abonner, de me mettre un grand pouce bleu vers le haut. Sinon, tant pis, mettez-moi un tout petit pouce vers le bas. Et surtout, partagez partout sur YouTube, sur Twitter, Facebook, afin d'en faire profiter tout le monde. Merci et à la prochaine.